stabilité signifie que la théorie des cordes ne comporte pas d'anomalies et que mathématiquement, elle est capable de rendre compte de chacune des 4 forces. Et on a constaté que les cordes pouvaient non seulement décrire la gravitation, mais aussi les autres forces. On avait enfin la possibilité de réaliser le rêve poursuivi par Einstein, unifier les différentes forces au sein d'un système plus large. Ça a été un moment extraordinaire, parce qu'aucune théorie n'avait jamais réussi à faire ça. Cette fois, la réaction est explosive. En moins d'1 an, le nombre de théoriciens des cordes passe d'une poignée à plusieurs centaines. Jusque-là, je ne m'étais jamais exprimé sur le sujet plus de 5 minutes dans d'obscurs colloques. Et brusquement, voilà qu'on m'invitait partout pour donner des conférences. La théorie des cordes est rebaptisée la théorie du tout. À l'automne 1984, je suis venu ici, à l'université d'Oxford, entamer mes études de physique du 3e cycle. Quelques semaines plus tard, j'ai vu une affiche annonçant une conférence de Michael Green. Je ne le connaissais pas encore, mais je dois avouer que je ne connaissais pas grand monde à l'époque. Comme le titre de la conférence était quelque chose du genre « La théorie du tout », il est évident que je ne pouvais pas résister. Cette nouvelle version élégante de la théorie des cordes semblait capable de décrire tous les éléments constitutifs de la nature. Voici comment. À l'intérieur de chaque grain de sable, il y a des milliards de minuscules atomes. Chaque atome est composé de plus petites bribes de matière, les électrons, qui tournent autour d'un noyau fait de protons et de neutrons, eux-mêmes faits de bribes de matière encore plus petites, appelées quarks. Mais la théorie des cordes va plus loin. Elle affirme que les particules qui composent tout ce qui existe dans l'univers sont faites d'éléments encore plus petits, de minuscules brins d'énergie en oscillation semblables à des cordes. Chacune de ces cordes est d'une petitesse inimaginable. Si on grossissait un atome pour lui faire atteindre la taille du système solaire, une corde ne serait pas plus grande qu'un arbre. Et voici l'idée fondamentale. De même que les différentes vibrations ou fréquences d'une corde de violoncelle créent ce que nous percevons comme des notes de musique différentes, les différents modes de vibration des cordes donnent aux particules leurs caractéristiques particulières, comme leur masse et leur charge. Par exemple, la seule et unique différence entre les particules qui nous composent, vous et moi, et les particules qui transmettent la gravité et les autres forces, c'est la façon dont vibrent ces minuscules cordes. Composé d'une multitude de ces cordes oscillantes, l'univers peut être considéré comme une grande symphonie cosmique. Et cette idée élégante résout le conflit entre l'image imprévisible et heurtée de l'espace au niveau subatomique et le modèle lisse de l'espace à grande échelle. C'est l'opposition entre le caractère saccadé de la mécanique quantique et la régularité de la relativité générale qui fait qu'il est si difficile de parvenir à concilier les deux, de les réunir. Ce qu'apporte la théorie des cordes, ce qu'elle fait avancer en simplifiant, c'est qu'elle calme les saccades de la mécanique quantique. Elle les disperse en reprenant l'ancienne idée d'une particule ponctuelle et en l'étalant pour en faire une corde. Les saccades sont toujours là, mais elles sont moins brutales, juste assez pour que la théorie quantique et la relativité générale s'emboîtent parfaitement à l'intérieur du système. C'est un triomphe des mathématiques. Simplement armés de ces minuscules brins d'énergie en vibration, les théoriciens des cordes affirment être en passe de réaliser le rêve d'Einstein, unifier toutes les forces et toute la matière. Mais cette nouvelle théorie d'avant-garde a elle aussi son talon d'Achille. Aucune expérience ne peut vérifier ce qui se passe à une pareille échelle.
Aucune observation ne peut porter sur des distances aussi minuscules ou des énergies aussi gigantesques. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune expérience, aucune observation capable d'infirmer cette théorie. Elle est à l'abri de toute contestation, définitivement. Est-ce une théorie physique ou une philosophie? Je vous le demande. Les gens critiquent souvent la théorie des cordes en disant qu'elle ne peut pas être vérifiée par l'expérience directe et que ce n'est donc pas une branche de la physique. Ma réponse est simplement que l'avenir prouvera qu'ils ont tort. Ce qui rend la théorie des cordes encore plus difficile à prouver, c'est que pour marcher, ces équations complexes nécessitent quelque chose qui paraît relever de la science-fiction. Des dimensions spatiales supplémentaires. Pour être pris au sérieux, les théoriciens des cordes doivent expliquer comment cette étrange prédiction peut être vraie. Or, selon eux, cette idée apparemment saugrenue est plus réaliste qu'on ne le pense. En voici une petite illustration. Je vais rendre visite à un homme qui a été l'un des premiers à concevoir cette étrange idée. En principe, nous allons nous retrouver à 4 heures dans son appartement. 5e avenue et 93e rue au 2e étage. Et pour me rendre à ce rendez-vous, j'ai besoin d'avoir les 4 informations suivantes. Une information pour chacune des dimensions de l'espace, une rue, une avenue et le numéro de l'étage. Et une autre pour le temps, la 4e dimension. C'est un peu comme les 4 dimensions de notre expérience quotidienne. Gauche, droite, arrière, avant, haut et bas. Et le temps. En fait, l'étrange idée qu'il existe des dimensions supplémentaires est vieille de près d'un siècle. L'impression que nous vivons dans un univers tridimensionnel semble a priori incontestable. Mais en 1919, Théodore Kaluza, un mathématicien quasiment inconnu, a eu le courage de mettre en doute l'évidence dimensionnelle. Il a suggéré qu'il était possible, et j'ai dit possible, que notre univers est une dimension supplémentaire, que pour une raison ou pour une autre, nous n'arrivions pas à voir. Regardez, il dit ici « J'aime votre idée ». Alors qu'est-ce qu'il attend? En effet, Kaluza avait envoyé son idée supposant l'existence d'une dimension supplémentaire à Albert Einstein. Et même si Einstein avait d'abord été enthousiaste, il avait ensuite semblé plus hésitant et durant 2 ans avait retardé la publication de l'article de Kaluza. Finalement, l'article est publié. Einstein a décidé que tout compte fait, ces dimensions supplémentaires l'intéressaient. Voici l'idée. En 1916, Einstein a montré que la gravité est simplement le résultat de déformations et d'ondulations dans les 4 dimensions familières de l'espace et du temps. 3 ans plus tard, Kaluza suggère qu'il en va peut-être de même pour l'électromagnétisme. Mais si c'est le cas, il faut que ces ondulations se produisent quelque part. Il propose donc l'existence d'une dimension spatiale supplémentaire et cachée. Mais si Kaluza avait raison, où est donc cette autre dimension? Et à quoi pourrait-elle bien ressembler en vérité? Comment peut-on même essayer de l'imaginer? Eh bien, poursuivant plus tard le travail de Kaluza, le physicien suédois Oskar Klein a suggéré une solution originale. Regardez les câbles qui soutiennent ce feu tricolore. À cette distance, il m'est impossible de voir qu'ils possèdent une épaisseur. Chacun ressemble à une ligne, un objet unidimensionnel. Mais supposons maintenant qu'on puisse explorer l'un de ces câbles de tout près, à travers les yeux d'une fourmi par exemple. On peut maintenant distinguer une 2e dimension, celle qui tourne autour du câble. De son point de vue, la fourmi peut se déplacer en avant et en arrière, mais aussi dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Donc, les dimensions devraient se classer en 2 catégories. Elles peuvent être longues et dépliées, comme cette longueur de câble, mais elles peuvent être minuscules et enroulées comme la direction circulaire qui l'enveloppe et en fait le tour. Kaluza et Klein ont émis une idée extraordinaire. Il leur est apparu que le tissu de l'univers pourrait bien être comme la surface de ce câble.
Et il pourrait aussi bien avoir de très grandes dimensions, comme les 3 dimensions habituelles, mais qu'il pourrait en avoir également de minuscules, enroulées